Il ne faut pas sous-estimer les menaces venant de Russie, parce qu'on a appris que, contrairement à ses engagements dans le cadre des accords internationaux de liquidation des armes chimiques et d'interdiction des armes chimiques, la Russie a gardé les armes chimiques. Donc ça ne nous rassure pas du tout. On sait aussi qu'ils ont transféré un certain nombre d'armes chimiques aussi à Assad en Syrie, que Assad a utilisé ces armes, et Poutine après s'est présenté en Syrie comme le sauveur du monde en disant je vais reprendre les armes chimiques à Assad et puis régler le problème. Donc ces armes qu'il aurait pris à Assad, ils auraient atterri où? Ils ont atterri où? Donc du coup, il y a quand même des questions à se poser. Et après, quand Poutine accuse l'Ukraine de quelque chose, en général, il faut changer le signe et prendre ça à l'envers. Ça veut dire que quand il parle de dénazification, ça veut dire que c'est lui, en fait, qui se comporte comme Hitler en attaquant l'Ukraine, en annexant la Crimée, en annexant les Sudètes à Donetsk et à Donbass. Charles Adams, une question là-dessus, et c'est la question que vous posiez d'ailleurs, Samantha. En quoi est-ce que l'utilisation des armes chimiques, c'est peut-être une question un peu naïve, mais en quoi la question des armes chimiques est une ligne rouge, alors que raser Mariupol, par exemple, n'en est visiblement pas une pour l'instant? Alors à l'instant, vous évoquiez justement l'utilisation par le régime Assad d'armes chimiques en Syrie, dépassant une ligne rouge qui avait été tracée par le président Obama. Mais sans conséquence. Sans conséquence. Et c'était là la principale erreur stratégique de toute l'administration du président Obama. Je ne suis pas le seul, qui pourtant est un de ses supporters de la première heure, à le lui reprocher jusqu'à ce jour. Et ça ne se renouvellera pas. Mais comment vous l'expliquez à l'époque, cette décision d'Obama? Il l'a expliqué longuement. Il en a parlé longuement, effectivement. Mais comme disait Julie, on voit que cette fois-ci, à nouveau, ces histoires de lignes rouges, c'est un peu flottant, c'est un peu des éléments de langage, mais en réalité, on ne sait pas très bien à quel moment les Occidentaux iraient plus loin dans la réaction. On a pu raser à peu près Mariupol, en réalité, il n'y a pas vraiment de réaction. Alors, oui, c'est-à-dire que ça a été le débat il y a 3 semaines, un mois, où certains, notamment en Pologne, dans des pays ou dans les États baltes, poussaient en disant finalement, s'il y avait une provocation, est-ce qu'il y aurait une réaction? Est-ce qu'il y aurait vraiment une réaction? Parce qu'on avait l'impression que, voilà, il y avait, alors l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais certains se disaient, ok, mais il y a une telle crainte occidentale d'affronter les avions russes et d'affronter la Russie, évidemment ça peut se comprendre, que même s'il y avait quelque part un pays de l'OTAN qui était quelque part provoqué, est-ce que vraiment il y aurait une réaction? Il y avait un doute. Après, dans la déclaration de Biden, il a dit qu'il y aurait une réponse, mais qui serait adaptée selon la façon dont c'était utilisé. Enfin, moi, quand j'ai lu cette déclaration, et je l'ai écoutée pour essayer de comprendre ce qui se disait entre les lignes, pour moi, j'ai senti qu'il y avait, vous savez, quand vous avez une police d'assurance, il y a des petites... en bas de page, il y a des petits alinéas. Moi, j'ai cru... entendre un alinéa là-dedans, j'espère me tromper. Enfin, j'espère qu'on n'aura jamais à se poser cette question. Très claire. Mais pour moi, c'était pas si clair que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le 23 février, je disais que l'action russe allait bien évidemment se cantonner au seul Donbass et sur Luhansk et Donetsk. Et le lendemain, j'ai été démenti. Donc, je crois que dans les circonstances actuelles, on doit tous s'attendre à ce qui devrait être impensable. Justement, il y a aussi une question, pardon, Darius, aussi, on voulait aussi parler de l'arme nucléaire, parce que là-dessus aussi, Moscou souffle le chaud et le froid. Il y a Peskov, porte-parole du Kremlin, qui s'est exprimé hier, je crois, sur la chaîne PSB aux États-Unis. Il dit la chose suivante: quelle que soit l'issue de cette opération, elle ne constituera jamais une raison justifiant l'emploi de l'arme nucléaire. Seulement une menace existentielle pour notre pays peut le justifier. Nous le ferons si elle se présente. Ça, il l'avait déjà dit, mais...
voilà, en gros, il balaye un peu cette idée d'armes nucléaires soudainement, alors que jusque-là, on sentait que la pression montait un petit peu, Sergueï. Et là aussi, moi je vous dis dès le premier jour, Peskov, je suis très prudent par rapport à lui parce que c'est un mentor professionnel. En fait, tout ce qu'il raconte, j'ai l'habitude de dire, en fait, tout ce que dit Peskov, en fait, il faut renverser et vous comprendrez ce qu'il veut dire. Parce que, bien évidemment, si vous le prenez au premier degré, il dit non, on va jamais utiliser les armes. Mais sauf qu'il rajoute s'il y a une menace existentielle. Et quand vous attendez ça, tous les États le disent, pardon. Tous les États, toutes les puissances nucléaires le disent. Bien évidemment, ça c'est évident. Mais sauf que si vous attendez la télévision russe tous les soirs, ils disent l'Occident est en train de nous attaquer et il veut nous détruire. Et quand vous entendez tous les soirs, côté russe, que le monde entier veut détruire la Russie, ça veut dire qu'en fait, il parle de cette menace existentielle pour la Russie. Et si on prend les propos de Peskov, quand il a dit ça la première fois dans un entretien sur CNN avec Christiane Amanpour, d'abord, avant de parler de cette menace existentielle, il a dit « Nous avons envahi l'Ukraine parce que l'Ukraine commençait à peser, à constituer pour nous une menace. » Et à la suite de ça, sa deuxième ou troisième phrase était « Nous les utiliserons en cas de menace existentielle. » Donc, il faut vraiment prendre cette phrase dans son contexte entier qui lui donne un ton, et ne pas oublier que ce sont les Français qui ont lâché le mot nucléaire, ce qui est ressenti comme très menaçant par les Russes. C'était évidemment M. Le Drian qui lâchait le mot nucléaire, et il aurait été un peu brossé pour cela. Enfin, en fait, non, il l'a lâché parce que, en fait, au début, juste avant, d'abord la première chose, c'est après la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, les 5 heures. Vladimir Poutine, dans la conférence de presse, a fait cette menace. La deuxième chose, c'est qu'à la veille de l'invasion, ils ont quand même organisé avec le président biélorusse un exercice militaire. Et ensuite, 2 jours après l'invasion, ils ont monté. Donc, c'est pour ça qu'a été rappelé. Revenons au cœur de l'événement. Cette nouvelle, selon laquelle demain, Mariupol pourrait connaître un cessez-le-feu et peut-être une évacuation, promesse en tout cas de la Russie, est-ce que ça peut être une partie d'une forme de début de négociation un peu plus concrète avec des éléments sur la table qui serait effectivement un cessez-le-feu à Mariupol? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui serait imaginable dans ce paquet général? On dit la neutralisation de l'Ukraine. Qu'est-ce qui pourrait figurer d'autre sur la table de négociation, Renaud Pilaar? Bon, alors, à partir de cette information qui n'est pas vérifiée, moi je suis bien incapable de ce soir, vu en plus la relation, la réaction sceptique de l'Élysée, qui dit qu'ils attendent de vérifier demain, qu'ils n'ont pas été informés, entre les déclarations hier du négociateur russe, les déclarations du porte-parole du Kremlin, les déclarations de Lavrov. Depuis hier, à chaque fois qu'un officiel russe parle, il a une tonalité différente. Et je regardais tout à l'heure un article ancien de négociation qu'il y avait eu entre la Russie et d'autres pays, et un diplomate expliquait « c'est normal, de toute façon, lorsque vous négociez avec des Russes, s'ils sont 3, il y a 3 versions différentes pour pouvoir brouiller le message et pour qu'on n'y comprenne rien. » Et donc, moi, alors, franchement, je ne vais pas m'avancer. Les Ukrainiens, ont aussi beaucoup varié. Il faut se rappeler que Zelensky a dit d'abord qu'il voulait être dans l'OTAN, plus dans l'OTAN, après qu'il accepterait peut-être une neutralisation. On voit à quel point chaque camp, évidemment, veut aller neutralité, mais aller le plus loin possible dans les moyens. En fonction du terrain. Regardons un petit peu ce qui se passe du côté de la résistance des Ukrainiens. On disait tout à l'heure presque une forme d'habitude à la guerre. C'est Paul Larouturou, un de nos envoyés spéciaux. Il est à Lviv et il recolle ces témoignages tout à fait étonnants d'habitants qui prennent presque l'habitude des alarmes et des sirènes. Écoutez-les. Bonjour, pourquoi vous abritez pas? On vient de Zaporijjia, on a souvent entendu les sirènes et on s'est réfugié dans les abris. On est habitué et on ne sait pas pourquoi on ne se protège pas ici. Vous n'avez pas peur qu'un missile arrive parce qu'il y a eu plein de missiles qui se sont écrasés pas loin de la ville? La dernière fois qu'on a entendu une explosion ici, à Lviv, on est resté dans la rue et on a tout vu. Mais on n'a pas peur, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous vous abritez pas? L'alarme derrière vous vient de sonner, pourquoi vous vous mettez pas dans les abris souterrains? On ne sait pas où sont les abris, on reste ici dans le centre-ville car c'est beaucoup plus sûr pour nous. Vous abritez pas dans les abris souterrains? Parce qu'on n'entend pas les explosions. Oui, effectivement, c'est une bonne question.
Ouais, mais étonnante séquence, et en même temps, on a quand même l'impression que l'Ukraine est comment j'allais dire, divisée en différentes régions qui ne vivent pas du tout la même chose. Si on compare les images de Lviv, là, les gens tranquillement sur leur banc à boire un petit café, etc., en amoureux, et si on compare à Mariupol, je veux dire, ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, il faut comprendre que cette guerre, elle n'est pas noire ou blanche. En fait, c'est pas noir et blanc, c'est pas partout pareil. Il y a une énorme différence. D'ailleurs, à Lviv, ils avaient raison, parce qu'à Lviv, les Russes, pour l'instant, ont frappé soit les cibles militaires, soit les dépôts de carburant. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le reste de la ville est plus ou moins sûr. Et les gens, vous savez, les gens ne peuvent pas vivre dans la peur 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'à un moment donné, psychologiquement, on ne peut pas supporter ça, et donc c'est une défense aussi psychologique des gens. Et ils veulent trouver, vous voyez, même ce monsieur là qui était dans le métro sous les bombes à Kharkiv, et même lui, il garde un sourire, il essaie de trouver un peu d'optimisme et Sergueï, cette séquence montre aussi à quel point il y a le risque de l'enlisement, une forme d'habitude, c'est terrible à dire, mais d'habitude de la guerre. Tout peut durer. C'est ce que dit à sa manière le président Zelensky ce soir en disant son scepticisme quant à des avancées possibles. Écoutez-le. Il y a un processus de négociation, mais pour le moment, ce ne sont que des mots sans précision. Il y a aussi d'autres déclarations autour d'un supposé retrait des troupes russes de Kiev et de Tchernihiv, ou d'une hypothétique réduction de l'activité militaire des envahisseurs. On voit bien que ça n'est pas lié à un quelconque retrait, mais au fait que nos défenseurs les ont repoussés. Nous ne croyons personne, pas une seule belle phrase, nous ne céderons rien. Nous nous battrons pour chaque mètre de notre territoire. Voilà, nous ne croyons personne, même si hier, il le disait, il y a peut-être des signaux positifs. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que les délégations russes et ukrainiennes, chacune de leur côté, pour la première fois, avait l'air de dire une possible réunion entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Mais ça a été la douche froide aujourd'hui. Voilà, pourrait avoir lieu, douche froide aujourd'hui. Au partage des rôles, mais enfin, en tout cas, finalement, les déclarations ne sont pas les mêmes. Elle n'aura pas lieu, Charles Adams. Comment vous voyez les choses? Ça semble impossible pour l'instant? Complètement impossible, à mon avis. Et tragiquement, je ne vois pas une issue prochaine ou même lointaine positive. Ce qui est vraiment paradoxal, on a parlé de cette Ukraine de l'Est et de l'Ukraine de l'Ouest. Ceux qui sont en train de souffrir, ce sont les russophones que Poutine est censé être en train de libérer. C'est ça qui est totalement aberrant dans ce qui se passe maintenant. Prudence générale, prudence dans les informations. Il y a, parmi les faits saillants du jour, ça fait presque sourire si ce n'était pas dans un contexte de guerre, il y a 2 ressuscités aujourd'hui. L'un était dans cette émission, c'était Wally, le fameux sniper. On l'avait donné pour mort, vous savez, beaucoup de sites russes et chinois disaient ce grand sniper connu dans le monde entier, il a été tué. C'était évidemment de la propagande plutôt russe. Et puis dans l'autre camp, la propagande ukrainienne, là aussi un ressuscité. Les médias du monde entier avaient raconté cette histoire des défenseurs de l'île aux serpents qui avaient défié, qui avaient envoyé au diable, en des termes un peu plus directs, les Russes. On disait qu'ils étaient morts. Ils ne sont pas morts. En l'occurrence, il est décoré. Tant mieux pour eux, si j'ose dire, qu'ils soient survivants. Mais ça montre à quel point les bilans sont difficiles à établir. Ça n'enlève rien à la réalité des souffrances civiles, mais les bilans sont difficiles à établir. Le nombre de morts est souvent difficile à établir, dit François, dans cette guerre-là en particulier. Alors d'abord, quand on voit la difficulté qu'il y a à faire le bilan des morts après la guerre, alors qu'on a tous les éléments, donc franchement, au jour le jour, pendant une guerre, c'est extrêmement périlleux. D'ailleurs, même quand le Pentagone fait ses briefings, ils rappellent, ils donnent des chiffres, mais eux-mêmes disent à prendre avec des pincettes. Donc, ce qu'on oublie en général de dire, mais il faut quand même vraiment prendre avec des pincettes.